il y a le destin qui vous est donné, et puis il y a la vocation qui est un destin qu'on embrasse. Et je trouve que le voyage nous permet de prendre conscience de cette nécessité de trouver sa vocation sur cette terre. Et cette vocation, ça peut être le fait d'être boulanger, voyageur, écrivain, de travailler la terre, effectivement de trouver sa fonction qui va permettre, avec sa formule propre, avec son talent propre, avec aussi ses défauts, avec tout ce que nous sommes d'absolument unique sur cette terre, de parvenir à ce partage et à rentrer dans ce concert du vivant. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien des bouquins dans les poches sur Tendance Ouest après Sébastien Lapac la semaine dernière à l'occasion de la sortie de son nouveau roman lumineux. Ce monde est tellement beau chez Actes Sud. Nous prenons le large cette semaine avec une écrivaine que nous aimons beaucoup, la journaliste, longtemps grand reporter au Figaro Magazine, écrivaine et romancière Christiane Rancé, qui nous livre un récit extrêmement profond, poétique et spirituel, Le Grand Large aux éditions Albin Michel. Bonjour Christiane Rancé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez beaucoup voyagé dans l'exercice de votre métier de grand reporter et par goût personnel. Dans ce nouvel ouvrage, vous livrez une réflexion intime sur le sens du voyage, du déplacement, de l'ailleurs. Quelle est l'origine chez vous de ce besoin de prendre le large ? Alors il est double. D'abord, je crois que c'est un besoin qui est inhérent à chaque homme et à chaque femme. Les hommes ont toujours eu le besoin d'aller voir ce qu'il y avait derrière la colline qui bordait leur horizon ou derrière leur ruisseau. Donc toute l'histoire de l'humanité est l'histoire d'un grand voyage, de grandes conquêtes, de grands déplacements, par curiosité, par ce goût effectivement de l'inconnu. Et puis chez moi, je crois qu'il a été aussi nourri par mes parents, qui étaient de grands voyageurs, mais aussi par une enfance qui a été ponctuée de beaucoup de déménagements. Je suis née au Maroc, j'ai un peu vécu en Allemagne, j'ai passé 7 ans merveilleux en Normandie, j'ai été pensionnaire à Bayeux, j'ai beaucoup arpenté les plages normandes quand j'étais petite. Mon père était ce qu'on appelle un voileux, il avait un petit bateau et on allait passer nos dimanches à poncer la coque de ce bateau, à le regarder rafistoler son joli rafio et j'ai eu très longtemps l'habitude de regarder l'horizon et de contempler les couleurs de la Manche, et je crois que ça m'a donné effectivement cette envie de prendre le large. Vous évoquez d'ailleurs le bateau de votre père dans votre livre. Le bateau et la mer sont importants dans cette notion de voyage, hein. C'est pas n'importe quel voyage. Non, parce que j'ai effectivement eu l'occasion tout à fait accidentelle d'embarquer sur un porte-container, sur un cargo. À la demande du journal pour lequel je travaillais, il y avait la mode des grands voyages en cargo et on avait demandé qui ferait l'expérience de ce voyage. Pourquoi des gens comme ça avaient le besoin d'embarquer sur ces bateaux dont le confort était éminemment précaire. Et j'avais à ce moment-là des travaux en souffrance, et puis je crois aussi ce sentiment de manque, d'une absence, d'une incomplétude, et j'ai décidé de faire ce voyage, et ça a été l'occasion d'une immense expérience, d'une joie. Voilà, j'ai fait une expérience de jubilation, de grande joie, et j'ai compris ce qu'était effectivement ce large, c'est-à-dire tout d'un coup cet espace qui vous est donné, personnel, intime, et j'ai passé 20 jours en suspension. J'avais l'impression qu'une main me tenait le cœur, et j'ai été dans un état de jubilation et d'extase, comme certains peuvent en faire l'expérience au désert ou ailleurs. Ça a été une expérience quasiment métaphysique, dont j'ai gardé effectivement à la fois la nostalgie et que j'ai tenté de retrouver, et dont j'ai voulu surtout comprendre la nature. Alors précisément, pourquoi vous avez ressenti cette nécessité de trouver une explication à votre besoin d'ailleurs ? Alors, il y avait depuis l'adolescence, j'ai eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose d'autre
qui devait dépasser ma vie de tous les jours. Et j'avais noté sur un carnet une phrase du poète Yves Bonnefoy qui parle d'un vrai lieu, qui dit j'ai toujours imaginé l'existence pour chacun d'un vrai lieu, qui serait un lieu où chacun se sentirait extraordinairement bien, qui nous correspondrait profondément, qui nous mettrait dans un état de transparence. Et, dit-il, la fonction du voyage serait effectivement de trouver ce vrai lieu. Donc j'avais écrit ces phrases en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, quel mystère ça cache. Et puis il y a une autre phrase de la sœur du poète Paul Claudel, Camille Claudel, qui avait écrit il y a quelque chose d'absent qui me tourmente, d'éternellement absent qui me tourmente. Et j'avais un petit peu ce sentiment moi aussi. J'ai découvert d'ailleurs que beaucoup de gens autour de moi l'éprouvaient. Et je suis partie un petit peu à la recherche de la nature de ce sentiment de manque, et j'ai compris effectivement que ça tenait effectivement à une question profonde sur le sens de notre vie. Qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Est-ce que nous pouvons nous contenter d'être des consommateurs, de travailler bêtement pour gagner de l'argent sans se poser de questions, sans savoir pourquoi nous sommes là? Et puis surtout, j'ai pris conscience sur ce cargo de l'extraordinaire joie et de l'extraordinaire mystère qu'il y avait à être vivant. Voilà, nous sommes vivants, nous sommes dans ce monde, et qu'il y avait à célébrer la vie plus qu'à gagner sa vie. Cela veut dire que le voyage est une quête, Christiane Rancé. Lorsque vous évoquiez à l'instant ce postulat que vous posez dès le début de votre récit, qu'un vrai lieu pourrait exister pour chacun d'entre nous, c'est ça veut dire que c'est une quête, en tout cas pour vous, le voyage? Je crois que c'est une quête pour chacun. Je crois qu'après, chacun en est plus ou moins conscient ou vit quelque chose qui va le mettre en contact avec ce mystère de sa propre vie. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je né dans ce pays? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle est la finalité de ma vie? Et en vérité, le voyage est effectivement notre vie même. Notre vie est un voyage du moment de notre naissance à celui de notre mort, au travers d'expériences qui peuvent être extrêmement joyeuses, qui peuvent être aussi douloureuses, mais que le voyage n'est pas uniquement un déplacement géographique. Voyager, c'est pas aller d'un point à un autre. Là, le tourisme, il suffit largement. Voyager, c'est aussi la mémoire. La mémoire est un voyage. Les souvenirs sont des étapes de ce voyage dans le temps que nous faisons. Nous voyageons dans l'espace et dans le temps. Et le fait de revisiter ces souvenirs, de faire ce retour sur soi-même, de réfléchir à qui nous sommes, je crois que ça nous accomplit, ça nous élargit et ça nous permet effectivement de prendre ce grand large. Ce grand large, vous savez, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est celle quand un prisonnier est relâché, on dit qu'il est élargi, c'est son élargissement. Eh bien c'est ça, c'est qu'à un moment donné, nous trouvons nos limites, nous ne voulons plus des limites qu'on nous impose, et nous trouvons un moyen de sortir de cette prison que très souvent on se construit parce qu'on répond à des dictats de publicité, d'obligations, de bonheur marchand d'une certaine façon, qui au fond ne nous conviennent pas. Podcast by Tendance Ouest. Dans le grand large, Christiane Rancé, vous décrivez, vous écrivez des voyages très réels avec, j'ai envie de dire, de la sueur, des embruns, des larmes, du vent. Et puis, on a l'impression que c'est aussi une sorte de métaphore d'un voyage plus intérieur et spirituel. C'est comme s'il y avait deux voyages en quelque sorte. Il y a toujours deux voyages dans l'existence, c'est-à-dire le fait, c'est que le voyage géographique permet de prendre conscience qu'effectivement nous sommes en voyage en permanence, et puis surtout que nous sommes en voyage dans la connaissance que nous avons de notre appartenance
au monde. Moi, ce que m'a appris le voyage, ce que m'ont appris ces voyages, ce que m'a appris ce voyage en cargo, dont que j'ai voulu revivre d'ailleurs bêtement, parce que je n'ai pas compris que cette expérience de joie qui m'était donnée une fois, je ne pourrais jamais plus la revivre sauf en mémoire, mais je devais en faire quelque chose. C'était un moyen de comprendre ce que je voulais faire de ma vie. Et ce que je voulais faire de ma vie, c'est passé par la prise de conscience, effectivement, du mystère inouï, obscur et extraordinaire que j'étais vivante. Que tout d'un coup, j'étais sortie du néant. Pourquoi? Mais pas vraiment du néant non plus. Je viens d'une histoire qui est celle de mes parents, de mes arrière-grands-parents, de tous ces gens qui m'ont portée. Tout d'un coup, je suis sortie de cet inconnu, de cette ombre, pour passer quelques instants sur cette terre. Qu'est-ce que je devais en faire? Mais en même temps, est-ce que j'étais une étrangère? Vous savez, le mot pèlerin vient du latin étranger. Est-ce que j'étais vraiment une étrangère, ou est-ce que je devais retrouver ce contact? Est-ce que je pouvais parvenir à me fondre dans ce monde, à me fondre dans cette joie inouïe, dans ce concert et dans cette beauté, et comment est-ce que je pouvais la célébrer et la communiquer? Je dirais d'une certaine façon, il y a le destin qui vous est donné, et puis il y a la vocation qui est un destin qu'on embrasse. Et je trouve que le voyage nous permet de prendre conscience de cette nécessité de trouver sa vocation sur cette terre. Et cette vocation, ça peut être le fait d'être boulanger, voyageur, écrivain, de travailler la terre, effectivement de trouver sa fonction qui va permettre, avec sa formule propre, avec son talent propre, avec aussi ses défauts, avec tout ce que nous sommes d'absolument unique sur cette terre, de parvenir à ce partage et à rentrer dans ce concert du vivant. Le Grand Large est un récit, Christiane Rancé, je le disais tout à l'heure, il est très personnel, il est poétique, il est surtout très intime, parce que vous y partagez des souvenirs, des réflexions, des doutes, votre réflexion existentielle. Pour quelles raisons vous osez à ce point vous dévoiler à nous, vous dévoiler au lecteur? Parce que ce qu'il y a d'intime, ce qu'on peut trouver d'intime dans ce que je dévoile, est au fond ce que chacun a d'intime. C'était dans un désir de partage. J'ai découvert, les quelques amis qui ont commencé à lire mon livre et les gens qui ont commencé à le lire m'ont fait très plaisir en me disant mais tu parles de choses, de questions que je me suis posées moi-même. Tu parles de choses, j'ai l'impression de me retrouver dans ce livre. Et cette intimité, pour moi, l'intimité, c'est ça. C'est donner quelque chose qu'on incarne, qu'on a vécu, une expérience vécue, personnelle, profonde, dont on fait part aux autres, qui peut-être pour leur dire, voilà, nous sommes dans un moment de partage, voilà ce que j'ai vécu. Peut-être ne l'avez-vous pas encore vécu et vous allez le vivre à votre tour, ou peut-être l'avez-vous déjà vécu et nous le partageons. Et nous le partageons d'une façon légèrement différente puisque chacun a un regard différent. L'intimité, pour moi, ça n'est pas une question, on va dire, d'alcôve, de chambre à coucher. C'est une réflexion profonde, personnelle, qui permet de permettre aux autres d'avancer. Moi, ce que je suis, je le suis grâce à toute l'expérience de mes parents, de mes amis, des confidences qui ont pu m'être faites et qui ont éclairé mon chemin. Donc, ce que je raconte, c'est aussi effectivement pour faire partager, par exemple, le sens du souvenir. Je donne des souvenirs personnels parce que ces souvenirs-là sont une façon d'éclairer le rôle de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire? Est-ce que, au fond, notre âme n'est pas composée de tous les instants merveilleux que nous avons pu vivre et qui constituent notre paradis à venir? Évidemment, le paradis, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus mystérieux que ça. Mais déjà, j'espère que le paradis sera la possibilité de revivre à l'infini et tous les moments merveilleux qu'on a pu vivre sur Terre, et exactement comme au moment où nous l'avons vécu. Et je crois qu'effectivement, nous constituons notre paradis en créant sur cette terre ces moments merveilleux, non pas dans la détestation, non pas dans la convoitise, non pas dans la course aux échalotes, mais dans des moments de joie et de partage. Page 158, Christiane Rancé, vous écrivez ceci: l'homme est un pèlerin sur terre, mais il n'est pas poussé à voyager en vain. Alors pourtant, le voyage peut être vécu comme une simple expérience. Qu'est-ce qui permet d'en faire autre chose ?
C'est toute la différence entre le tourisme et le voyage. Le tourisme, c'est effectivement quelque chose, une distraction. On va visiter un lieu et c'est merveilleux d'aller voir ailleurs comment les choses se passent, mais ça n'est pas quelque chose qui vous transforme en profondeur. Le voyage est une mobilisation spirituelle de tout votre être, et c'est aussi une mise en danger, parce qu'il faut accepter de couper tous les liens avec ses habitudes. Il faut accepter de se mettre en orbite de sa propre vie, pour la regarder de loin, pour considérer, pour perdre, on va dire, des habitudes, perdre des réflexes de pensée, se demander quelle est la vérité des choses, quelle est la vérité de ce qu'on a fait, quelle est la vérité de ce qu'on est, parce que c'est comme ça qu'on trouve ses limites, c'est une leçon d'humilité, et c'est comme ça qu'on peut rentrer en soi pour faire ce magnifique voyage à l'intérieur de soi, qui est un voyage spirituel. Aujourd'hui, où nous sommes privés de voyage, où la pandémie nous oblige à rester chez soi, je crois que les gens comprennent la nécessité du voyage, c'est-à-dire de partir. Je crois qu'ils comprennent aussi la nécessité de réfléchir profondément, chacun de nous, à ce qu'est notre vie de là, le fait qu'il y ait tellement de jeunes qui veulent repartir, quitter la ville, qui veulent retrouver effectivement ce contact spirituel profond avec le vivant, avec la création et avec leur propre devenir. Ils veulent reprendre en main leur propre destinée. C'est ça le voyage, c'est transformer le destin en une vocation. C'est se reprendre en main, se découvrir, se définir pour devenir soi-même lumineux, voilà, soi-même profondément, merveilleusement vivant. Podcast by Tendance Ouest. Dans le livre, Christiane Rancé, page 192-193, vous avez des phrases qui m'ont beaucoup touché sur la notion de travail. Alors vous appuyez sur la philosophe Simone Veil, vous la citez d'ailleurs souvent dans ce livre, ou sur une prière anonyme que j'ai beaucoup aimée d'un bâtisseur de cathédrale du XIIIe siècle. Aujourd'hui, pourtant, beaucoup ont un emploi et plutôt qu'un travail, plutôt que travailler à quelque chose, à l'édification de quelque chose. Quel sens peut-on donner aujourd'hui au travail, une notion sur laquelle je pense on se pose beaucoup de questions? Alors ça, c'est grâce à Simone Veil, cette philosophe qui a beaucoup travaillé effectivement sans jeu de mots sur cette notion, qui est partie du principe en disant mais la seule notion aujourd'hui sur laquelle il faille vraiment faire de la philosophie, la seule notion sur laquelle les Grecs, puisqu'il y avait l'esclavage, n'ont pas réfléchi, c'est cette notion du travail. Et elle dit une chose qui est très très belle. Elle dit au fond, le travail, c'est le lieu où on peut incarner et faire l'expérience de l'amour dans une forme sublime qui est l'amitié. C'est-à-dire, quand on a la possibilité, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, l'amour tel qu'on le considère dans le cercle de la famille, c'est une chose. Mais l'amour du prochain, ce qui permet de rendre effectivement le monde fructueux, c'est à un lieu, c'est l'amitié. Et cette amitié se joue, en fin de compte, dans l'œuvre commune qu'on crée ensemble, c'est-à-dire la moisson quand on est dans les champs, c'est-à-dire le pain, l'artisanat, et elle prône effectivement non pas un emploi, non pas d'être les jouets d'une machine à fabriquer, vous savez, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience du travail à la chaîne, mais elle
propose de reprendre le contrôle, on va dire, de la production, c'est-à-dire que l'homme soit capable de reprendre, de retrouver la maîtrise de son temps en retrouvant la maîtrise de ce qu'il fabrique. Et là, on est effectivement sur un horizon et dans une problématique extraordinairement moderne. Aujourd'hui, nous parlons de relocalisation, où nous voyons des gens qui veulent effectivement pouvoir voir comment on plante un radis, comment on le cultive et être ceux qui vont le manger dans ce partage. Et elle dit que quand on travaille comme ça, quand il y a effectivement cette maîtrise de la production, il y a ce partage, il y a là cette possibilité d'amitié et d'amour du prochain qui rend effectivement le travail non pas une espèce de souffrance, non pas, comme le disait la Bible, la punition du péché originel, mais la possibilité de refaire, de parachever la création du monde en le rendant plus beau. C'est par le travail qu'on rendra le monde encore plus beau. La nature sauvage devient un jardin, le blé devient du pain, le trois objets ou un morceau de fer devient un artisanat magnifique ou l'art, et c'est le moment du partage des tâches, et c'est le lieu de l'harmonie. C'est ce qu'elle propose effectivement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a atteint une certaine limite dans le productivisme ou une certaine absurdité dans notre rapport au travail ? Ben bien sûr, puisque au lieu effectivement d'être dans le partage, on est dans la fragmentation. Donc personne n'a de contrôle. Celui qui fabrique le bouchon du stylo n'est pas celui qui fabrique la pointe qui est fabriquée à l'autre bout du monde. Et on est en train de se rendre compte que nous sommes, en fin de compte, dépossédés. Que tout ce que nous avons mis au point jusque-là nous met d'une certaine façon hors sol. Là encore, on ne peut pas voyager, on n'a pas les pieds sur terre. On n'a plus ce rapport extraordinairement intime avec la planète, avec sa beauté, avec tous ces éléments auxquels nous appartenons, car nous sommes des êtres vivants, totalement dépendants de la nature, totalement dépendants de tout ce qui fait la création et de sa beauté, mais aussi de son organisme, de sa biologie. Donc, à force de nous faire croire que nous pouvons nous passer de ce rapport étroit avec la création, de vivre ce que j'appelle hors sol, de passer notre temps avec le visage rivé sur des écrans, en ne sachant pas ce qu'on fait, mais en fin de compte, nous devenons les esclaves de la machine. Nous devenons esclaves d'un productivisme qui ne sert qu'à faire de nous des producteurs et des consommateurs dans une espèce de course à ce cycle court. Je produis, je consomme pour mieux produire, je produis pour plus consommer et gagner d'argent. On perd sa vie. On n'y trouve absolument aucun sens, et surtout, ces talents qui nous ont été donnés à chacun d'une façon éminemment singulière et unique, nous les gaspillons, nous ne pouvons pas les épanouir, nous ne pouvons pas en faire cette moisson extraordinairement joyeuse. Où est la joie dans tout ça ? Où est la joie du partage ? Elle n'y est plus, et c'est pour ça d'ailleurs que nos sociétés sont si désespérées. Et quand elles ne sont pas désespérées, elles sont tellement dépressives, déprimées, et qu'il ne s'agit plus que de s'étourdir pour ne plus regarder les choses en face et pour nous perdre dans ce rapport avec le vivant. Vous le disiez à l'instant, Christiane Rancet, on n'a plus les pieds sur terre, et pourtant Dieu sait s'il est important d'avoir les pieds sur terre. Alors le pèlerin est un marcheur, la marche n'est pas innocente. Chez vous, en tout cas, et sous votre plume, vous en parlez là aussi très bien. Pourquoi c'est pas innocent la marche ? Pourquoi c'est si important ? D'abord parce que la marche nous remet dans notre échelle. Nous avons perdu l'échelle humaine, c'est-à-dire l'homme n'est plus l'étalon-mesure de la création. Il n'est plus l'étalon-mesure de ses distances avec le monde. Il n'est plus l'étalon-mesure d'un rapport d'humilité. Donc ça, la marche, le fait de comprendre physiquement la distance, tout simplement géographique et kilométrique d'un lieu à l'autre, c'est une reprise en conscience de l'accident du terrain, de la souffrance, de la sueur. C'est aussi une prise de conscience de la beauté de ce qui nous entoure, de la variété des paysages, de l'extraordinaire prolixité de la création. Ensuite, c'est une prise de conscience qui nous fait prendre conscience de notre humilité.
Voilà, nous avons effectivement une leçon d'humilité quand nous sommes de nouveau dans la neige ou dans la boue ou sous la pluie et que nous progressons. C'est pas là, il y a le mot progresser. Il y a effectivement une mise en marche aussi de la pensée. Nos pensées se mettent à marcher avec nous. Nous avons une espèce de retour sur nous-mêmes qui se fait, et il y a cette grande respiration qui nous est donnée de quitter notre lieu humblement, pas après pas, de retrouver cette échelle et de pouvoir effectivement et réfléchir à nous-mêmes et ensuite aller vers l'autre. Voilà, c'est une façon très humble, très simple, qui nous donne le temps d'aller vers l'autre. Vous avez le temps de rencontrer quelqu'un, de le voir passer, de regarder son visage. Et le visage, c'est une âme qui est dans un corps et qui vous adresse un regard et qui vous fait un signe. Et ce sont des moments, effectivement, inouïs de rencontre. Podcast by Tendance Ouest. Vous disiez tout à l'heure que la vie elle-même est un voyage, Christiane Rancé. Est-ce que, à travers ce livre, est-ce que l'on peut dire que vous célébrez les âges de la vie? Et je pense en particulier aux toutes dernières pages que je ne vais pas lire et dévoiler, mais en tout cas que j'invite nos auditeurs à découvrir. Et je trouve que ce tout dernier chapitre, peut-on dire, il faut le lire plusieurs fois pour s'en imbiber. Et je trouve qu'il célèbre les âges de la vie comme en conclusion de ce livre. Oui, alors évidemment, si je vous réponds, je dévoile la fin, mais de toute façon, ça n'est pas non plus un livre policier, il n'y a pas non plus un suspense là-dessus. Mais oui, je crois que quand le voyage nous permet aussi de comprendre, on ne peut pas voyager en brûlant des étapes, ça n'est pas possible, notamment quand on marche à pied. Vous ne pouvez pas tout d'un coup décider, si vous partez à pied, que vous partez pour le sud de la France. Vous ne pouvez pas décider à pied que vous allez sauter l'étape de Paris à Chartres, par exemple, ou de Lille à Rouen si vous allez passer par là. Donc, la vie, c'est la même chose. La connaissance qu'on a de soi-même, de son effort, de sa progression, passe par des étapes. Il y a l'étape de l'enfance, qui est un lieu particulier, et je dirais que c'est ce que je mets dans le dernier chapitre, c'est qu'on découvre à un moment donné, en fait, qu'on marche dans sa propre genèse. Voilà, il y a la magnifique genèse de la Bible qui raconte la création du monde. Eh bien, il y a nous sommes chacun de nous à une genèse, et nous avons chacun notre genèse à découvrir avec le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, les 7 jours de notre existence, et c'est ce que je raconte effectivement en épilogue de ce livre. Votre livre est très rythmé en tout cas, et parmi d'autres rythmes, il y a aussi les références à des livres et à des auteurs qui ont marqué votre vie de manière indélébile. On sent votre amour pour les livres, pour les auteurs. Et alors à l'heure de la présence un peu écrasante des écrans, je pense qu'on le constate tous dans nos vies, en quoi les livres demeurent constitutifs de notre construction personnelle? D'abord parce qu'ils radicalisent la vision d'écrivains, la vision de grands créateurs qui ont réfléchi à toutes les questions que nous nous posons avant nous et qui les ont synthétisées dans une histoire qui raconte leur époque, mais qui raconte leurs interrogations, leurs angoisses. Et c'est un cadeau merveilleux qu'on vous fait parce que ça vous donne à réfléchir. C'est comme si vous aviez tout d'un coup beaucoup plus de compagnons que vous ne pouvez en rencontrer dans votre vie. Ensuite, lire, c'est quand même une sortie de soi.
C'est-à-dire, vous regardez un écran, vous êtes dans un état un peu de fascination. L'écran, c'est une féerie. Vous regardez ça comme un enfant, ça vous distrait, mais vous ne réfléchissez pas. Vous recevez des images comme ça sans les choisir. Quand vous lisez, bien évidemment qu'il y a les images que vous propose le livre. Mais vous avez le temps de vous arrêter, d'y réfléchir, de faire un choix. Enfin, pour moi, les livres, ça a aussi été des compagnons de voyage extraordinaires, parce que j'ai découvert que les grands livres de la littérature mondiale, les grandes œuvres, racontaient tous ces voyages. Homère est un voyage. C'est Ulysse qui n'a subi son destin. Dante, c'est le voyage du Dante Alighieri, la Divine Comédie. C'est ce voyage plein d'espérance d'une âme qui va de l'enfer, qui va visiter l'enfer, jusqu'au paradis, en passant par le purgatoire, et qui est sauvée par l'amour de Béatrice. Don Quichotte, c'est un voyage en sainteté. C'est quelqu'un qui va chercher effectivement un geste d'héroïsme, qui va vouloir pourfendre le mal, et qui part comme ça en voyage au travers de la Castille à la recherche de la sainteté. Vous avez le capitaine Achab, donc dans la Moby Dick, c'est un voyage métaphysique et très personnel. C'est quelqu'un qui va aller au bout de lui-même, au bout de son orgueil démesuré, au bout d'une idée de vengeance, qui veut se venger de la nature, de ce que lui a infligé la nature. Et puis vous avez bien évidemment aussi Marcel Proust, le temps retrouvé. Vous avez à la recherche du temps perdu, et qui nous apprend combien aussi la mémoire est un voyage, et que nous voyageons dans l'espace, mais nous voyageons aussi dans le temps, et combien effectivement nous nous recomposons au fur et à mesure des souvenirs que nous cueillons. Donc toute cette lecture, si vous voulez, tous ces livres, chacun avec ses mots d'une façon éminemment singulière, sont d'une richesse inouïe et vous offrent une expérience que vous ne pouvez pas toujours avoir dans votre vie propre. C'est d'un enrichissement magnifique, ce sont des compagnons merveilleux, les livres. Vous les avez toujours à côté de vous, il y a des petites éditions de poche, vous pouvez revenir dessus, revenir sur une page en arrière, et c'est quelque chose c'est une leçon d'humilité, et puis c'est rentrer dans la beauté de l'âme de celui qui a écrit, et ça aussi c'est une expérience magnifique. Nous aimerions rester avec vous longtemps, Christiane Rancé, parce que vous êtes apaisante et inspirante. Alors, on va être obligé de se quitter. Le grand large, c'est en tout cas une ode magnifique à la vie, à la foi, à l'espérance. En quelques mots, qu'est-ce qui nourrit précisément votre espérance ? Ce sont les autres. Vous savez, on parlait de Simone Veil tout à l'heure, et elle a cette magnifique formule. Elle dit: les autres qui nous font la grâce d'exister. Voilà. Et ça, c'est très beau. Il faut remercier les autres qui nous font la grâce d'exister, parce qu'on ne peut pas vivre tout seul, et que le partage, l'affection, l'amitié, l'amour qu'on peut avoir, et cette espèce de communion dans laquelle on peut rentrer pour célébrer justement de façon extrêmement joyeuse et créer un monde qui soit plus beau pour nos enfants, c'est par ces autres-là qu'on peut y arriver. Merci beaucoup, Christiane Rancé. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce nouveau livre, ce récit, Le Grand Large, aux éditions Albin Michel. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.